De retour sur le plateau de la Tranche Info, place maintenant à l'échange et au débat dans notre focus. Et comme je vous l'annonçais avant la coupure publicitaire, ce soir nous recevons Nicolas Philippot, directeur général délégué de l'usine Gardel. Bonsoir Monsieur Philippot. Bonsoir Harold. Alors on sort tout juste effectivement d'un conflit qui oppose l'usine aux planteurs de canne. Avant d'en venir effectivement à cette actualité brûlante de ces dernières semaines, j'aimerais quand même qu'on resitue, qu'on replace Gardel effectivement dans le contexte industriel guadeloupéen. Vous êtes donc premier employeur industriel agroalimentaire de Guadeloupe. Vous employez 216 personnes effectivement à temps plein. Vous disposez d'une sucrerie et une exploitation agricole de 982 hectares. Vous récoltez quand même 85% de la canne qui est produite sur la Guadeloupe continentale, 10% de la canne produite part pour l'exploitation agricole, 15% de la production électrique de Guadeloupe donc est permise par votre activité et vous produisez 42 000 tonnes de sucre, dont 70% de sucre en consommation. On imagine que les 30% restants, c'est les fameux sucres spéciaux dont on nous a parlé. Ce sont les sucres vrac ou différemment appelés sucres à raffiner. Donc ce sont des sucres qui partent en Europe pour être raffinés dans des raffineries. Ils deviennent des sucres quelconques, j'ai envie de dire. Alors on veut tout savoir effectivement sur le fonctionnement de Gardel. Donc déjà on a l'entité, on a l'outil industriel dont vous êtes à la tête. Vous êtes régi par un conseil d'administration? Exactement, donc je rapporte directement alors d'abord à un PDG qui est lui-même membre du conseil d'administration et qui lui-même fait partie d'un des administrateurs de Gardel. Voilà. Donc c'est d'où mon titre de directeur général délégué, c'est-à-dire que je suis sur place en charge de la totalité des opérations de Gardel. Voilà. Alors nous on veut savoir à qui vous rendez des comptes. Très bien. Alors Gardel, pour bien comprendre, il y a effectivement derrière des actionnaires qui, à un moment donné, sont intervenus et ont mis un certain nombre de moyens pour faire en sorte que Gardel continue son histoire. Donc il faut déjà bien le comprendre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, alors évidemment, on pourra parler derrière des intérêts de ces actionnaires en toute transparence, puisqu'on est là pour parler de tout de façon transparente. Mais ces actionnaires, à un moment donné, sont venus mettre au capital de Gardel. Ces actionnaires, il y en a 4 principaux. Et il y en a 2 qui sont au sein qui ont la majorité, et donc c'est la COFEP, dont on entend parler parfois sur les réseaux. La COFEP, donc, qui est un grand fabricant d'alcool français, le numéro 1, le numéro 2, selon comment on considère. Et le deuxième actionnaire, c'est le groupe Cristal Union, qui est un groupe coopératif. Donc coopératif, c'est-à-dire qu'il a l'habitude, je vais le formuler comme ça, de travailler avec les agriculteurs, d'être en échange permanent avec des agriculteurs. Et c'est un groupe sucrier, betteravier, français, qui a donc non seulement la connaissance des agriculteurs, du monde agricole, mais aussi du monde du sucre. Voilà. Donc c'est à eux deux, ils ont 60% des parts de marché de Gardel. Des parts de marché, pardon, des actions de Gardel. Actions voilà, de Gardel. Et après, vous avez 2 actionnaires. Alors un qui est très local, qui est Damoiseau, qui a presque 25% depuis un peu plus de 2 ans, et un autre actionnaire qui est Tereos Océan Indien, qui est en fait un autre groupe sucrier français qui historiquement avait des actions chez Gardel. Donc voilà, vous avez ces 4 actionnaires-là, et il faut reconnaître que les 2 principaux, Cristal Union, sucrier, et la COFEP, fabricant d'alcool, sont ceux qui ont, j'ai envie de dire, le plus de part de voix dans les décisions de Gardel. Alors, on a envie de savoir quel était leur positionnement par rapport à cette grève, justement. Parce que vous avez le vôtre par rapport à la gestion de l'usine, et les actionnaires derrière, qu'en disent-ils? Alors, les actionnaires de Gardel, il faut déjà comprendre, quels qu'ils soient, ne tirent aucun bénéfice direct de Gardel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de dividende qui est reversé, et la totalité du résultat, on en parlera tout à l'heure, la totalité du résultat qui est parfois positif, parfois aussi négatif, on en parlera, reste au sein de Gardel et permet de nourrir des investissements qui vont faire que Gardel va pouvoir atteindre ses grands projets à venir. Voilà. Donc ça, tout reste au sein de Gardel. Vous êtes vraiment dans une phase d'investissement sur l'usine? On l'a toujours été, et on est en cours d'accélération sur des objectifs qui sont des objectifs importants, majeurs, structurants pour Gardel, qui sont des objectifs de valorisation de ces sucres.
Donc je peux faire une petite parenthèse si vous le voulez. Sur... Vous voulez vous orienter vers le bio et les sucres spéciaux. Alors voilà, alors je vais vous donner grands chiffres qui vont permettre de situer Gardel dans son contexte concurrentiel. Nous fabriquons du sucre. Le sucre, qu'on le veuille ou non, c'est une matière première qui a une faible valeur ajoutée. Il n'y a pas plus identique qu'un sucre avec un autre. Alors si vous avez d'un côté les sucres de canne, de l'autre côté les sucres de betterave, mais globalement, un sucre ressemble à un autre sucre. Et d'ailleurs, c'est tous ces échanges internationaux qui font qu'il y a beaucoup de volatilité sur les cours mondiaux. Pourquoi ? Parce qu'il est très facile de, finalement, en fonction des cours, décider on ne veut plus un sucre brésilien, on va prendre un sucre, j'en sais rien, mauricien ou un sucre de betterave, etc. La stratégie de Gardel, qui est tout petit parmi ce marché mondial. Le marché mondial, alors ça va, j'espère parler à vos téléspectateurs, c'est 286 millions de tonnes et Gardel, c'est 40 000 tonnes. C'est-à-dire que nous pesons 0,017% du marché mondial. Un carré de sucre. Un carré de sucre, si vous le voulez, au milieu d'une montagne de sucre. La carte que nous avons à jouer dans ce marché-là, c'est de valoriser nos sucres en les rendant spécifiques. Et donc, soit en ayant peut-être demain une indication géographique protégée, un IGP sucre de Guadeloupe, en ayant, comme vous venez de le dire, en faisant le premier sucre de canne bio français, voire même européen, ou en faisant les fameux sucres spéciaux que je préfère appeler les sucres de consommation, qui sont des sucres d'une plus grande, d'une qualité plus homogène, plus stable, plus garantie auprès de nos clients, et qui font que nos clients, lorsqu'ils achètent nos sucres, ils n'ont pas envie de changer parce qu'ils ont confiance dans nos sucres. Et donc c'est vraiment la stratégie de Gardel d'aller vers ces sucres-là qui ont une valeur ajoutée bien supérieure à un simple sucre, j'ai envie de dire, vrac, qui lui, une fois raffiné, devient un quelconque sucre blanc. On sent que vous voulez augmenter donc vos marges, mais il y a le sucre d'une part, mais il y a aussi les autres sous-produits de la canne. Alors c'est important ce que vous... Alors je me permets, avant de répondre à votre question, vous venez de dire quelque chose qui est très important. Vous venez de dire, on sent qu'on veut augmenter nos marges. Non. Déjà, ce que l'on veut, c'est augmenter la quantité de sucre que nous avons, parce que nous avons des sucres de plus en plus qualitatifs, donc de mieux en mieux valorisés, mais malheureusement, notre chiffre d'affaires, il est stable. Quand bien même nous avons une production des cours du sucre qui sont très élevés en ce moment et des prix de vente qui sont élevés, du fait que nous avons de moins en moins de canne et donc de moins en moins de sucre, finalement notre chiffre d'affaires il est stable. Alors j'aimerais bien que Jordan justement nous mette à l'écran le chiffre d'affaires justement que les téléspectateurs puissent voir effectivement de leurs yeux l'évolution du chiffre de Gardel sur ces dernières années. Donc effectivement on passe de 2020. Alors ça c'est un fichier qui vient de vous. Oui. Ah oui, c'est pas, ce ne sont pas les vôtres. Ce sont pas les vôtres. Oui. Ça c'est mon fichier. Très bien. Effectivement. Et donc, il y a on voit effectivement 2020, 24,5 millions chiffre d'affaires. On est après sur 2021, 25 millions. C'est que 2020, c'était une année un peu compliquée. 2022, on arrive sur effectivement du 26,2 millions. Résultat net en progression, quand même, le résultat net a quand même doublé. Oui. Entre 2020 et 2022. Donc on est déjà quand même sur une belle progression. Alors, on regarde quand même des chiffres sur le très court terme. Oui, le résultat net a progressé parce qu'on bénéficie de cours du sucre qui sont très dynamiques, qui sont élevés. Mais vous le voyez, on aurait pu même avoir un résultat net bien plus élevé. C'est ce qu'il faut retenir aussi de votre graphe, puisqu'on voit tout en haut que le chiffre d'affaires est quasi stable. Il passe de 24 millions à 26 millions. Alors que parallèlement, les cours du sucre, selon le type de sucre, soit ont augmenté de 50%, par certains même ont augmenté de manière plus forte. Donc notre résultat net aurait pu augmenter davantage.
Mais à l'échelle, alors le résultat net, je le redis, il est réinvesti dans le site pour nourrir les investissements, ou d'ailleurs, comme ça nous a été reproché par certains membres du collectif, ils ont dit, vous avez un résultat net que vous mettez au report à nouveau. Ben oui, c'est pour, évidemment, en bon père de famille, lorsqu'il y a des coups durs, c'est-à-dire un effondrement des cours ou des difficultés passagères, faire en sorte qu'on ait de la trésorerie, et on le sait, la trésorerie dans toutes les entreprises, c'est le poumon et c'est le nerf de la guerre, pour avoir de la trésorerie, pour absorber ces coups durs. J'ai vu que vous mettez toujours plus en trésorerie. Là, je crois que vous êtes sur les 60 millions. Vous êtes sur 60 millions ? Ah non, pas du tout. Non. Là, ça aurait été. C'est combien la trésorerie ? La trésorerie, elle fluctue. Elle va selon les mois, entre 0 à 10 millions. 0 à 10 millions ? Voilà. Ok. Donc, la trésorerie. Alors, je rappelle par exemple que historiquement, Gardel faisait 3 bateaux, voire 2 bateaux, pour pouvoir engranger du chiffre d'affaires, puisque c'est au moment où le bateau partait avec les sucres vrac dedans, que le chiffre d'affaires rentrait et permettait, par exemple, de payer les salaires. Donc ça montre quand même le caractère extrêmement fragile de Gardel. Par chance, comme vous venez de le montrer, avec des résultats qui sont un petit peu mieux orientés, on peut se passer de dépenses inutiles, c'est-à-dire de fractionner des bateaux en 3, on se permet d'en faire qu'un seul, parce qu'on a cette trésorerie qui nous permet d'être un petit peu plus solide. De là à dire que c'est mirobolant et que la situation de Gardel est extraordinaire, non, parce que je rappelle que dans ce résultat, c'est un graphe que je vous ai préparé, en tout cas une décomposition que je vous ai préparée, mais dans ce résultat, il ne faut pas oublier qu'il y a 25, 26, 27 millions de subventions qui représentent l'équivalent du chiffre d'affaires et qui, à eux deux, 25 millions de subventions, 25 millions de chiffre d'affaires, soit 50 millions, qui font quasiment la totalité de nos charges. Donc voilà, c'est exactement ce graphe. Donc comme vous pouvez le voir, alors vraiment là je fais un travail de transparence pour la Guadeloupe, pour les planteurs, pour absolument tout le monde. Donc en vert, vous avez tout en haut. D'ailleurs, ce sont des chiffres, je le dis, que j'ai présentés à toutes les SICA en fin d'année dernière, parce que je pense, on va en parler sûrement, mais qu'un des drames de cette filière, ça fait longtemps que je travaille dans l'agroalimentaire, ça fait longtemps que je suis directeur, plusieurs années dans différents postes, directeur général dans des industries agroalimentaires, donc à travailler avec des agriculteurs. Très honnêtement, la crise de confiance que je vois, que je perçois ici, est quand même, pour moi, du jamais vu, et une première. Elle risque même de ne pas être réparable si... c'est pour ça que j'enclenche, en tout cas moi, depuis le début de mon mandat, je suis très... j'essaye d'être dans la transparence. Et les chiffres que vous venez d'afficher à l'instant à l'écran sont ceux que j'ai projetés aussi devant les SICA, donc ceux qui représentent la totalité des planteurs. Et donc là, vous avez les chiffres exacts, simplifiés mais exacts, des 5 dernières années. Donc vous voyez tout en haut, en vert, notre chiffre d'affaires. Vous voyez, il n'y a rien à cacher. Quand on dit Gardel fait du chiffre d'affaires sur le rhum, Gardel fait du chiffre d'affaires sur la mélasse. Oui, évidemment que nous faisons du chiffre d'affaires sur le rhum et sur la mélasse, qui sont deux coproduits, voire produits principaux pour les distilleries. Mais oui, quand vous faites du sucre, vous pouvez faire du rhum de mélasse et vous faites de la mélasse. Donc ça fait partie de notre chiffre d'affaires, et la totalité du sucre, du rhum et de la mélasse nous permet, en gros, sur les 5 dernières années, d'avoir un chiffre d'affaires de 26 millions. Si les planteurs sont tatillons, ils vous diront, mais il manque la bagasse. Mais parce que la bagasse, alors, c'est un point très important. Là aussi, il y a parfois des bêtises qui sont dites. Avant 98, Gardel avait ses chaudières. Brûler la totalité de la bagasse, ou une partie de la bagasse et l'autre la mettait dans les champs, et donc n'avait pas de dépenses énergétiques, puisque c'était la bagasse qui lui permettait de faire tourner ses moulins, de faire tourner, d'amener la vapeur pour faire fonctionner son site. En 98, on lui a dit, et évidemment c'est bénéfique pour tout le monde, on lui a dit, cette bagasse, vous savez quoi, on va mieux la valoriser, on va la faire brûler, et ça va permettre, comme vous l'avez rappelé, de fournir entre 10 et 15% de l'électricité en Guadeloupe. Et un petit pourcentage de cette électricité, on va vous le donner gratuit, et un petit pourcentage de cette vapeur qui sert à faire tourner les turbines d'Albioma, on va vous le donner gratuit. Donc avant, c'était gratuit, on brûlait notre propre bagasse, et ça nous permettait de faire tourner nos chaudières. Désormais, on la donne à Albioma.
on dépense de l'électricité, on dépense de la vapeur, mais en contrepartie, il y a une facture qui annule ces dépenses-là au titre de notre bagasse. Mais on ne gagne pas d'argent avec la bagasse, et en tout cas, on n'en gagne pas plus que ce qu'on avait avant en 98. Mais les agriculteurs nous disent effectivement qu'ils ont consenti à vous céder leur prime bagasse. Ils ont parlé des 3/13e, ils ont beaucoup parlé des 3/13e, et ils nous ont dit justement que les 1,90 € que vous mettez sur la table pour la bagasse cette année, en fait, c'est juste la rétribution de ceux qui leur étaient déjà dus, parce qu'ils ont consenti à un effort pour aider l'usine. Alors, oui, j'ai entendu certaines personnes, et encore tout à l'heure, M. Ménard le dire, et je vais faire un effort de compréhension pour comment dire, essayer de comprendre qu'ils puissent dire ça. Mais quand vous achetez un poulet, vous achetez les blancs, les cuisses, les ailes, puis vous valorisez ce poulet, vous valorisez la peau pour faire de l'alimentation pour les animaux, vous valorisez le gras pour voilà. Quand vous achetez du lait, c'est la même chose. Vous faites du fromage par exemple avec votre lait, ben, il vous reste de la poudre de lait que vous vendez à des industries qui fabriquent des produits protéinés pour les sportifs, etc. Donc quand vous achetez une matière première, derrière le travail de tout industriel est de le maximiser et d'aller chercher un maximum. Ah, c'est pas du tout un reproche, hein, il faut le maximiser. Ah ben j'espère, et une nouvelle fois, la bonne santé de Gardel, il faut que la totalité des planteurs s'en réjouissent, parce que je rappelle qu'il y a le siècle dernier, il y avait bien plus de sucreries, et qu'à tour de rôle, elles ont toutes disparu, parce qu'on est quand même dans une économie qui est extrêmement fragile. Bon, donc heureusement qu'on valorise tout ça. Il se trouve que quand Albioma, qu'à un moment donné, la CRE, la Commission de régulation des énergies, a décidé de valoriser la fibre qui est dans la canne. Et il y a une décision qu'on peut remettre en cause aujourd'hui, mais il y a une décision qui a été de dire, bah oui, mais l'industriel a des frais, a des charges liées à l'exploitation de cette bagasse, il faut l'envoyer chez son voisin Albioma, et il y a des frais, j'en sais rien, d'entretien, etc. Et donc il a été décidé, effectivement, de découper en 13e, donc en quantité de 13e, cette bagasse, et d'en donner un certain nombre de 13e aux planteurs et un certain nombre de 13e à l'industriel. Si je ne me trompe pas, il y a déjà eu une évolution il y a quelques années sur la répartition de ces 13e. Peut-être que c'était 10 13e et 3 13e pour l'industriel, et que finalement ça a glissé vers 2,7 et le restant pour les planteurs. Donc cette année, on a décidé d'aller encore plus loin. Donc dire ça nous appartenait, vous ne faites que nous rendre ce qui nous appartenait. Ok, mais il ne faut pas oublier que c'était dans les comptes de Gardel. Ça permettait de faire des investissements. Oui, mais est-ce que vous comprenez qu'ils se sentent lésés, concrètement ? Parce que pour eux, quand on entend effectivement les discours de M. Ménard, les discours de M. Monrose ou de d'autres agriculteurs, c'est globalement, on a consenti à accepter effectivement un certain prix de la canne, un certain calcul, il faudra qu'on parle de ce fameux calcul de la richesse qui doit être revisité aussi, et qui se sentent clairement lésés. Il y a même un agriculteur qui disait Gardel ne nous achète pas la canne, Gardel nous vole la canne, puisqu'au prix où il nous la paye, en fait ce n'est pas une transaction commerciale, c'est limite du vol. Donc est-ce que vous entendez quand même qu'ils se sentent lésés ? Non, alors je l'entends, parce que je suis à l'écoute, comme beaucoup, des planteurs. Je ne renie pas qu'il y a des situations difficiles. Et donc je peux comprendre que par moment, ils aient une perte de confiance dans l'industriel. C'est pour ça que je prends la parole ce soir, c'est pour ça que je fais un travail sur la transparence, sur les comptes, etc. Mais la réalité, les chiffres, comme on dit, sont têtus. La réalité... Est-ce qu'on peut avoir les chiffres, justement ? Est-ce qu'on peut avoir le tableau ? On va le décortiquer, justement. Voilà, on peut remettre les chiffres. Parce que vous nous dites qu'il y a des difficultés, mais il faut que les téléspectateurs puissent l'apprécier. Donc, chiffre d'affaires total, on le voit. Bon, on n'a pas la bagasse, la bagasse n'est pas comprise, mais en tout cas, on est sur un chiffre d'affaires donc total de 26 millions.
Voilà, alors pour répondre à votre question, la bagasse, c'est une subvention et donc elle apparaît dans la ligne en vert un peu plus bas, mais je vais y revenir. Donc ce n'est pas un chiffre d'affaires, c'est une subvention. Très bien. Nous avons un chiffre d'affaires. Prime bagasse. Voilà, nous avons un chiffre d'affaires de 26 millions. Ça, c'est la moyenne des 5 dernières années. Toujours moyenne des 5 dernières années, nous avons une totalité charge Gardel qui est de 50 millions. 17 millions de salaires, 12,5 millions d'achat de canne. Donc ça, c'est ce que représente l'achat de la canne. Donc vous le voyez tout de suite. Et là c'est uniquement le prix que paye Gardel en achat canne. Et donc vous voyez tout de suite que l'achat canne représente un petit peu moins de 50% du chiffre d'affaires. Donc vous comprenez déjà à ce niveau-là qu'il y a un gros problème. Comment une matière première pourrait représenter 50%, alors même qu'on ne l'a pas transformé, alors même qu'on n'a pas payé les salaires, alors même qu'on n'a pas investi, déjà représenté. Bon, donc vous comprenez déjà que c'est... Il doit y avoir un problème quelque part. Oui, il y a un problème. Le problème, c'est que les cours du sucre sont ce qu'ils sont sur les marchés mondiaux, que les coûts de fabrication des pays avec lesquels nous sommes en concurrence, le Brésil, la Thaïlande, l'Inde, etc., sont à des prix nettement inférieurs par rapport aux nôtres. Et donc, c'est eux qui font les prix du marché mondial. Et donc, nous n'allons pas vendre parce que nous sommes guadeloupéens et parce que nos charges ou les charges des planteurs sont le double, triple de ceux des Indiens et des Brésiliens. Nous n'allons pas vendre nos sucres 2 ou 3 fois. Non, il y a une réalité de marché et nos clients achètent le prix du sucre guadeloupéen au prix du marché. Donc, c'est là qu'est la difficulté, c'est de faire rentrer au forceps des charges face à des cours mondiaux qui, eux, sont mondiaux, comme je viens de le dire, et qui sont adossés à des coûts de production de pays où la main-d'œuvre, on va le dire comme ça, où la main-d'œuvre est nettement inférieure à celle de la Guadeloupe. Donc, oui, on le voit dans le compte de résultat. Et donc, si vous remettez ce schéma, vous voyez que donc on a 50 millions de charges pour 26 millions de chiffre d'affaires. Et donc, vous avez un résultat d'exploitation négatif de 24 millions. Je fais un arrêt sur image à ce niveau-là pour répondre à votre question. Vous me dites, oui, mais vous ne payez pas la bagasse. Mais... ok, on pourrait la payer. Je raisonne par l'absurde. Ok, on pourrait la payer, mais ça voudrait dire qu'on aurait non pas 24 millions négatifs de charges d'exploitation, mais ça serait encore plus bas. Donc la réalité, c'est qu'après, on peut tordre le compte des résultats à Gardel dans tous les sens. La réalité, c'est qu'il faut injecter 25, 26, 27 millions de subventions pour faire en sorte que Gardel à peu près sortent la tête de l'eau. Et donc, effectivement, selon les années, on est soit à 0 de résultats, parfois même négatifs. Certaines années, des bonnes années... Depuis 2017, on constate... Il y a eu un peu de changement depuis 2017 ? Nous orientons de plus en plus. C'est là où, malheureusement, je trouve que... Parce que le chiffre d'affaires... Le chiffre d'affaires a drastiquement baissé. Hein. Oui, puisque nous avons... Entre 2017 et 2018, vous êtes passé de 50 millions à les 25 millions. Alors, je ne pense pas qu'on était à 50 millions, mais vous avez raison de dire que le chiffre d'affaires a baissé. Oui, vous avez raison, vous étiez à plus de 60 millions, même peut-être 70. Non, je pense... Alors, pas autant ? Non. Le chiffre d'affaires a baissé parce que la quantité de cannes a baissé. Que nous étions sur des tas de cannes en Guadeloupe, donc vous le savez, cette année, on estime que le tas de cannes est à 400 000 tonnes. 400 000 tonnes ? Est-ce que c'est même sûr que vous allez faire 400 000 ? Alors, je ne parle pas de ce qui va être broyé. Je parle du tas de cannes dans les champs et donc de la quantité de cannes disponible pour la sucrerie Gardel. Je ne compte pas là-dedans les cannes qui sont déjà broyées ou en cours de broyage ou qui vont être broyées par les distilleries. C'est généralement 75 000 tonnes. Et je ne compte pas Marie-Galante, il ne faut pas oublier Marie-Galante, mais qui est, j'ai envie de dire, autonome sur l'île de Marie-Galante avec ses cannes. Bon, 400 000 tonnes de cannes. Il y a moins de 10 ans, la quantité de cannes disponible pour Gardel, j'ai envie de dire, en tout cas pour le sucre, c'était 650 000 tonnes. Donc oui, quand vous avez plus de 30% de perte de cannes, fatalement, ça se répercute sur la quantité de sucre que vous sortez, et d'ailleurs aussi de mélasse, et d'ailleurs aussi de rhum. Et donc c'est fatalement une baisse de chiffre d'affaires. Mécaniquement, tout baissera derrière. Donc depuis 2017, baisse drastique de la production cannière. Pourquoi ? Techniquement, on est censé monter en gamme. Pourquoi ? C'est là où on monte en gamme de canne, je ne sais pas, mais on monte en gamme
Sur la production, moi je parle de volume produit. Techniquement, on doit augmenter, on doit accroître les volumes de production, pas les revoir à la baisse. Techniquement, vous devriez être sur du 600 000 tonnes fixe, voire passer à 700 000, ensuite 800, ensuite 900, ensuite Mais ça, c'est la partie agricole, c'est la partie, j'ai envie de dire, alors nous sommes au cœur de la filière et nous sommes tous responsables, j'ai envie de dire, et interdépendants au sein de cette filière. Donc, je ne veux surtout pas dire que ce n'est pas mon rôle, ce n'est pas mon problème, puisque mais vous devez soutenir la filière. C'est là qu'on vous reproche aussi de ne pas assez soutenir la filière. Exactement. Mais donc, alors, il y a deux façons de voir le sujet. Il y a un sujet qui est de dire, ben oui, mais si le prix de la canne était mieux payé, peut-être qu'il y aurait davantage d'agriculteurs et donc davantage de canne dans les champs. Voilà. Bon, ça, évidemment, c'est ce que j'entends tous les jours. Et donc, on dit commencer par payer et après, on verra si le tas de canne augmente. Et ça fait partie des sujets systématiquement débattus avec les planteurs. Et vous voyez, dans le compte de résultats que je vous ai montré, que ben non, on ne peut pas rajouter. Et que chaque fois qu'on rajoute... Alors, je creusais un petit peu plus On creuse un petit peu plus. Alors, après, je veux être honnête sur votre plateau. Il y a un autre graphe qui montre que Gardel a augmenté le prix de la canne sur 5 ans de 29%. Si on prend cet effort et qu'on le compare à d'autres efforts ailleurs, je veux dire, c'est un effort conséquent. 29%, l'industriel augmente le prix de la canne de 29% sur 5 ans. Nous avons pu le faire. On a d'ailleurs un visuel sur je vous avais préparé un visuel. Intervention Gardel. Voilà, exactement. Donc là, vous voyez exactement les efforts réalisés sur le prix de la canne. Donc, en 2019, nous étions à 32,34, qui est le fameux 32,34 dont on entend beaucoup parler, qui est celui qui est en phase de neuf de richesse. Et donc, là, alors évidemment, tout mon tableau, c'est sur neuf de richesse. En 2021, on a changé au sein de la formule. Donc déjà, ceux qui disent « la formule n'a pas changé », c'est faux. La formule a changé plusieurs fois, plein de fois. Et donc, en 2021, on a encore changé la formule, c'est-à-dire qu'au sein de la formule, on a changé le coefficient d'extraction de sucre de l'industriel au sein de cette formule. Et donc, en le faisant bouger, c'est comme si on avait rajouté 1,25 € sur le prix de la canne. Toujours en 2021, nous avons rajouté un soutien à la production de 1,50 € qui, lui, n'est pas adossé à la richesse. Pas du tout adossé à la richesse, quelle que soit votre richesse, vous les avez. D'accord. 2023... donc l'année dernière, dans le cadre de la nouvelle convention, nous avons rajouté à nouveau 1,50 €. Toujours soutien à la production. C'est les fameux, donc si vous les sommez avec ceux du dessus, c'est les fameux 3 € d'aide à la production. On a rajouté aussi, au titre du fait qu'on nous critiquait en disant mais Gardel a un coefficient d'extraction qui n'est pas celui de la formule de 0,84, puisque c'est la moyenne entre la sucrerie de Marie-Galante et la sucrerie du Moule. On a dit on va rajouter 3 €, ce qui reviendra à avoir un coefficient d'extraction de 92, qui est celui de Gardel. On a rajouté 3 €. Puis on a rajouté un bonus tas de canne pour encourager les planteurs à planter de plus en plus de canne. Et le bonus, il est exponentiel, j'ai envie de dire, en fonction du tas de canne qui est livré à la sucrerie. 0,25 pour l'année dernière. Ça aurait pu être 1,50 €. Et enfin, cette année, nous avons rajouté, alors on va me dire, mais non, mais c'était déjà nous. En tout cas, on les a pris de nos comptes et on les a mis sur les comptes des planteurs, 1,90 €. Quand vous faites la somme de tout ça, vous arrivez à un prix de la canne qui est passé de 32,34 à 41,74. Donc quand j'entends pour un petit peu... Donc ça, c'est ce que Gardel paye. Ça, c'est Gardel, 100% Gardel, c'est ce que nous payons. 41 € pour 9 de richesse, on est sur 41 € la tonne. Alors, la réalité, c'est que dedans, j'ai mis 1,25 € pour le changement de coefficient, c'est juste pour vous donner l'effort fait par Gardel. La réalité, c'est qu'on paye 40,50 € pour 9 de richesse. 40,50 €. Voilà, comme il y a un effort dans la formule, je l'ai schématisé comme ça. Donc déjà, ceux qui disent la formule n'a pas bougé, c'est faux. Ceux qui disent le prix de la canne n'a pas bougé, c'est faux. Ceux qui disent aussi le prix de la canne est fixe entre deux conventions, c'est faux, puisqu'on a écrit avec le préfet, la région, le département, une convention avec des volets, des tiroirs à ouvrir, comme la modification de la formule de richesse, j'imagine qu'on va en parler, etc. Donc, tout ça pour dire qu'on a pu le faire, tout ça, parce que les cours du sucre sont dynamiques en ce moment, sont très élevés. Si ça n'avait pas été le cas, vous auriez vu l'année dernière un résultat net de Gardel négatif ou proche de zéro, et tout le monde se serait tu, entre guillemets, dans les campagnes en disant tout le monde va mal, voilà.
c'est bien parce que les cours du sucre vont bien, mais en bon père de famille, une nouvelle fois, et c'est Gardel, ça fait 150 ans d'histoire. Et comme je le dis tous les jours à mes collaborateurs, aux ouvriers de Gardel, à tous ceux qui travaillent à nos côtés, je leur dis, ce n'est qu'un début. 150 ans d'histoire, on est là pour faire tenir une filière, etc. Donc en bon père de famille, c'est pas parce que du jour au lendemain, on a 5 millions sur un compte qu'il faut s'en réjouir en disant super, on va dépenser, on va tout mettre dans la cade. Non, il faut au contraire, et d'ailleurs les cours du sucre sont en train de s'effondrer. Donc il faut au contraire le faire en bon gestionnaire pour faire en sorte que Gardel, en tout cas sous mon mandat, que j'espère long d'ailleurs, puisse avoir encore de très nombreuses années devant lui. On se quitte pour une page de publicité, on revient avec notre invité en plateau. De retour dans le Focus, nous sommes toujours en présence de Nicolas Philippot, directeur général délégué de Gardel. On parlait effectivement des finances de Gardel. Vous nous présentiez le détail un peu de vos résultats. 25 millions certes de chiffre d'affaires, mais avec 50 millions de charges, vous vous retrouvez effectivement largement déficitaire. Déficit qui est comblé donc par les subventions. Donc on a l'Europe, on a l'État. Globalement, l'enveloppe, c'est 25 millions, donc elle est équivalente à vos dettes. Exactement, à nos dépenses, pas à nos dettes, mais à nos dépenses, à nos charges, à nos investissements. Et effectivement, elle oscille, parce que dedans, vous avez par exemple des subventions pour le fret, donc ça va dépendre un petit peu également de celles qu'on actionne, mais elles sont entre 25 et 27 millions en moyenne. 25 millions. Voilà. Donc, mais l'État ne pourra pas, on est d'accord que, bon, autant l'Union européenne a des fonds dédiés pour cela, mais l'État ne pourra pas subventionner indéfiniment Gardel. Les collectivités non plus ne pourront pas subventionner indéfiniment. Vous avez parfaitement raison et merci de me lancer sur cet axe-là. Il faut que nous nous prenions en main. Il faut que nous nous prenions en main. Parce qu'à un moment donné, déjà, d'autres filières pourraient, d'ailleurs je le vis de temps en temps avec d'autres confrères chefs d'entreprise qui me disent mais comment se fait-il que tu as autant de subventions, on devrait aider d'autres filières, le tourisme, et pourquoi on n'aide pas davantage, j'en sais rien, l'eau en Guadeloupe, etc. Donc à un moment donné, je pense que nous sommes tous responsables, les planteurs, Gardel, sur l'utilisation de ces subventions. Il faut qu'on se prenne en main. Donc j'ai envie de dire, Gardel, il faut que on fasse confiance à la stratégie de Gardel, d'aller vers ces sucres qui sont mieux valorisés. Les sucres bio, les sucres de consommation directe, des sucres avec un AOC ou un IGP, bon, peu importe, mais en tout cas qui va permettre de faire émerger le sucre guadeloupéen parmi, comme le petit morceau de sucre, comme vous disiez, parmi l'immense disponibilité des sucres mondiaux. Bon. De l'autre côté, il faut aussi que la filière se restructure. C'est important. On a aujourd'hui... Alors, certains me crient... Alors, je vais aller au bout de mon idée et dire ce que certains disent. On a des toutes petites parcelles avec des agriculteurs qui sont bien souvent... dont ce n'est pas le métier, qui ont une double activité et dont l'activité première n'est pas celle d'être agriculteur. Très bien, ça fait partie de l'histoire de la Guadeloupe et très humblement, moi je viens pour faire, entre guillemets, réussir Gardel et donc la filière. Et donc je n'ai pas mon mot à dire. Mais par contre, je me dois de dire, attention, parce que face à nous, nous avons des concurrents qui ont des champs de plusieurs milliers d'hectares. Ils ont totalement, comment dire, ils ont du matériel agricole, etc. Et nous en sommes loin. Et donc forcément... déjà, on l'a vu, Gardel a du mal à être rentable et à émerger face à cette concurrence-là. Mais par ailleurs, la structure du monde agricole guadeloupéen. Donc le tissu agricole, en tout cas, autour de la canne, oui, n'est pas professionnel. N'est pas compétitif par rapport... Compétitif ou professionnel? Non, mais alors je pense que... Alors, professionnel, ça serait du jugement de valeur. Donc je n'ai pas je ne veux pas rentrer dans le jugement de valeur. Non, par contre, il faut qu'ils s'organisent différemment. N'en déplaise peut-être aux entreprises de travaux agricoles, les ETA et les CUMA, mais il faudrait quand même que... Ils ont une interpro, techniquement, qui est censée les aider. Mais pour eux, ils voient l'interpro finalement l'Iguacan comme pas leur ennemi, mais quelqu'un qui ne considère pas leurs intérêts et qui s'est rangé du côté des vôtres. Alors bon, là vous
vous parlez d'un autre sujet qui est une crise de confiance globale dans toute la filière. Mais c'est peut-être ça qui déstructure, qui désorganise et qui empêche la filière de bien, moi je crois surtout, vous le savez, dès qu'il y a des conflits, dès qu'il y a des difficultés, on peut manquer de confiance, on peut montrer du doigt, c'est sa faute, etc. Bon, à un moment donné, je pense qu'au contraire, il faut rester serein, unis et au contraire se rassembler pour ensemble réussir à faire réussir la filière Cannes. Bon. Donc, mais évidemment, il y a une crise de confiance. Il y a une crise de confiance dans Higuacan, on le sait. Il y a une crise de confiance dans Gardel. Nous le vivons au quotidien. Il y a une crise de confiance dans les opérateurs de coupe. Il y a une crise de confiance dans les transporteurs, etc. Donc tout ça montre qu'il y a des grands travaux à mener. Il faut peut-être repartir, peut-être pas d'une feuille blanche, mais en tout cas pas très loin. Hein. Je crois qu'on n'est pas très loin. Voilà. Et en tout cas, rebâtir quelque chose qui soit beaucoup plus compétitif, et qui permette aux planteurs de vivre correctement. Parce que je le redis, les sucres, aujourd'hui, le cours des sucres mondiaux est très bien orienté, ce qui nous a permis encore, on va y venir sûrement, de faire un effort supplémentaire cette semaine. Mais si notre résultat était négatif, plus personne n'aurait dit Gardel gagne de l'argent. Nous n'aurions pas pu faire cet effort-là. Et, entre guillemets, le planteur se serait contenté de sa rémunération actuelle. Et donc, ce qui a été possible aujourd'hui ne le sera pas chaque année. Évidemment. C'est pour ça que vous avez dit en fonction du résultat, donc ce sera vraiment en fonction des cours mondiaux. En fonction du résultat net de Gardel. Les cours mondiaux, de toute façon, influent sur vous directement, c'est ce que vous nous expliquez. Exactement, sauf qu'on essaye, dans ces cours mondiaux, de ne pas aller jouer la carte des sucres vrac ou des sucres à raffiner, mais de plus en plus, quitte à ralentir le site, et je l'assume, et je le dis puisque c'est quelque chose aussi qui met oui, souvent, ça fait beaucoup débat. Oui, qui fait débat, mais oui, à aller vers des sucres bien mieux valorisés. C'est sûr que fabriquer un sac de grande marque, ça prend beaucoup plus de temps que fabriquer un sac discount à quelques euros, mais en même temps, vous fidélisez votre clientèle, vous avez un sac qui est unique et vous avez un sac qui est bien mieux valorisé. Donc c'est exactement ce que nous faisons avec nos sucres, c'est ce qu'il faut faire, c'est ce qui nous permet aujourd'hui encore de valoriser le prix de la canne, et demain, je le dis, comme je le dis dans toutes les réunions interprofessionnelles, si demain nous arrivons à mieux valoriser nos sucres, et donc à faire davantage de résultats nets, il n'y a aucun problème, bien au contraire. Vous prenez l'engagement de rétribuer Il est déjà écrit cet engagement. Donc j'ai vu hier soir sur votre plateau qu'il y avait un débat autour de la compréhension de ce qu'est le partage de la valeur, où il n'y a pas de chiffres, qu'est-ce que c'est qui est au-dessus, on partage 50%, puis un tiers, etc. Le seuil, il y a un problème, le seuil n'est pas fixé. Donc ça, je peux l'expliquer facilement et simplement pour que tout le monde le comprenne s'il le faut. Mais on ne peut plus rajouter sur le prix de la canne, et donc désormais, nous acceptons de partager la variable que sera le résultat net demain de Gardel, qui fera que quand il y a des coups durs, il faudra peut-être se partager moins, voire pas du tout, ou quand ça va très bien, partager pour encourager la totalité de la filière à avancer dans ce sens-là. Ce serait peut-être un deal qui serait bienvenu pour les agriculteurs. Je pense, mais alors, d'où mon incompréhension face au blocage. Je rappelle que le partage... Il y a déjà eu des négociations en amont, donc peut-être qu'ils se sont sentis floués aussi à un moment donné. Et vu que le climat de perte de confiance, forcément, on se dira, M. Philippot fait des déclarations, mais est-ce que ça va suivre derrière ? Peut-être, donc j'ai encore du travail parce que cette confiance, il est nécessaire de la rétablir, il est nécessaire de l'ancrer. Une nouvelle fois, je le redis, moi j'ai toujours travaillé dans un contexte où il y avait un site industriel autour des agriculteurs qui partageaient la stratégie de l'industriel. Alors peut-être qu'il faut faire davantage d'assemblées, davantage d'explications. Et alors évidemment, il y a toujours, et c'est bien normal, une discussion sur le prix. Ça, évidemment, ça fait partie des choses de la vie et des choses du monde industriel et agricole. Par contre, qu'il y ait à ce point une crise de confiance envers l'industriel, c'est pas possible, ce n'est plus possible, et donc il est impératif de travailler peut-être à livre ouvert et de faire en sorte que tout le monde ait confiance en l'industriel et nous dans les planteurs. Donc, alors, c'est vrai que techniquement, c'était censé être un conflit commercial, on va dire.
En tout cas, ça reste du domaine privé, techniquement. La Guadeloupe est prise à témoin parce que ça prend des proportions vu le domaine d'activité. Vous êtes le seul usinier sucrier sur le territoire continental. Donc, ça signifie des centaines d'emplois directs, des milliers forcément d'emplois indirects qui dépendent de cette activité-là. Et au-delà, on a vu qu'on a dépassé le cap donc, du simple conflit commercial. On arrive à un conflit de lutte de classe. Donc on sait qu'on a le passif qu'on a ici en Guadeloupe, forcément. Donc vous avez vu, on va aller chercher aussi sur votre généalogie, on va remonter assez loin. Ça prend des proportions quand même qui sont non négligeables, puisque ça a les conséquences que ça a derrière. Alors, c'est une réalité que vous n'ignorez pas. Donc comment retrouver la sérénité, si ce n'est par passer par un partage qui paraîtrait équitable à tous? Alors effectivement, le débat a pris une ampleur. Et, alors on le sait, le passé douloureux de la canne fait partie de l'histoire de la canne. Ils ont l'impression que ça se pérennise. Oui. Alors est-ce que c'est une impression ou est-ce que c'est une façon d'agiter les foules et de faire augmenter la colère? Je n'en sais rien. Moi, ce que je sais, c'est que les planteurs, parmi ceux qui étaient là hier soir, on se connaît très bien, ils connaissent mes valeurs, ils connaissent ma façon de penser, et je sais très bien qu'ils ne pensent pas une seule seconde que j'exploite, profitation, esclavagiste, etc., qui sont tous les insultes que j'ai pu recevoir au cours de ce conflit. Donc pour moi, je préfère, je considère que ça fait partie de manœuvres, mais pas d'une réalité. Et je sais que je travaille avec ces personnes-là qui sont suffisamment fines et intelligentes pour faire la part des choses. Voilà. Mais il est indéniable, comme je viens de le dire sur votre plateau, qu'il y a un problème de confiance. Est-ce que Gardel nous vole? Est-ce que Gardel nous cache des choses? Est-ce que Gardel nous paye au juste prix? Est-ce que Gardel pourrait nous payer plus? Ça, c'est des questions fondamentales. Et une nouvelle fois, alors, je pense que tout le travail qui a été entrepris par le préfet, que je remercie d'ailleurs, parce qu'il a donné beaucoup de son temps sur le sujet, qui a été entrepris par le président Chalus, etc., c'est de dire, attendez, on ne peut pas en parler maintenant, il faut lancer la campagne. C'était un petit peu le sujet depuis le départ, c'était de dire, il faut lancer la campagne et il y a des travaux qui vont avoir lieu. Alors, ce qui est vrai, c'est qu'ils nous ont reproché, et ils ont eu raison, je pense, de dire, ces travaux, ils devaient déjà avoir lieu, ils n'ont pas eu lieu. Exactement. Pourquoi nous devrions vous faire confiance une nouvelle année? Bon, donc ça, je le prends pour moi, puisque je fais partie je le prends en partie pour moi, mais quoi qu'il en soit, il fallait lancer la campagne, et donc ça prouve une nouvelle fois, vraiment le mot, c'est confiance, se faire confiance sur les travaux à entreprendre, faire confiance sur les gens qui vont entreprendre ces travaux, et je le dis d'ailleurs, parmi le collectif, il y a des personnes qui divulguent des fausses informations, qui agitent un petit peu, on vous vole, vous vous rendez pas compte, etc. Donc, j'ai envie de dire, il ne faut pas non plus que cette crise de confiance soit entretenue par ceux-là même qui veulent que l'industriel... Ah, mais je pense qu'une fois que les agriculteurs déjà auront reçu leur paiement pour 2024, je pense déjà que ça devrait mettre tout le monde d'accord, ils auront vraiment... Techniquement, il devrait avoir les répercussions justement des augmentations. On rappelle que 2 150 000 euros ont été débloqués. On est sur la moitié de la somme qui avait été réclamée par les agriculteurs. Donc on était plutôt sur du 4 millions. Vous avez fait un effort de 500 000. On vous reproche de ne pas avoir mis assez. Vous n'auriez pas pu mettre un petit chouïa en plus Mais j'aurais pu mettre plus si nous avions commencé la campagne dans les temps. Il y avait... sur la table. Mais pourquoi vous n'avez pas accepté directement d'entrée de jeu de négocier et de revoir le prix à la hausse? Mais parce qu'il y a un vieux principe dans l'industrie, dans le commerce, dans tout, qui est de dire qu'on ne peut pas donner ce que l'on n'a pas encore. Je ne peux pas donner sur le prix de la canne un sucre que je n'ai pas encore produit. Il faut le produire vite et bien, avec des bonnes richesses, avec une canne saine et loyale, mais ça, j'en ai aucun doute, qui fasse qu'on aurait pu avoir, on a parlé en début d'émission du chiffre d'affaires, on aurait pu avoir un chiffre d'affaires qui dépassait les 30 millions.
Les 30 millions, ils se retrouvent en bas dans le résultat net. Nous aurions pu avoir un résultat net bien supérieur, que nous aurions redistribué. Mais mais non, on veut savoir à l'avance combien vous allez redistribuer, malheureusement, je ne suis pas devin, malheureusement, on ne peut pas... et vous voyez, malheureusement, la suite nous a un petit peu donné raison, malheureusement, parce que la quantité de sucre a fondu un petit peu comme neige au soleil. Le résultat a fondu comme neige au soleil. Bon, pour essayer d'enclencher cette récolte, la région, le département d'ailleurs aussi, l'État et aussi Gardel ont mis la main à la poche, mais dans la douleur, effectivement. Alors, on a un gros nœud du problème, c'est la richesse saccharine. Alors, j'ai dû prendre des cours sur la richesse saccharine pour pouvoir bien comprendre un peu comment ça fonctionne. Donc, c'est un peu le taux de sucre qui est contenu dans les cannes. On sait que par rapport aux conditions météorologiques, plus il pleut, plus ta richesse saccharine est basse. Donc, on a des inégalités entre les planteurs de grande terre et les planteurs de basse terre qui forcément n'ont pas les mêmes revenus. Donc, déjà, ça en énerve plus d'un parce que certains ont 0 de richesse, des 2 de richesse, quand d'autres se retrouvent avec du 9, du 10, du 11, donc forcément ils n'ont pas à se plaindre. Sur le calcul de cette richesse-là, est-ce qu'il ne faut pas justement tout refonder? Est-ce qu'il ne faut pas tout recalculer? Est-ce qu'il ne faut pas peut-être lisser? On sait que forcément, vous devez payer au rendement, vous n'allez pas payer quelque chose qui ne vous rapporte rien, ça on peut l'entendre, mais est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être un peu plus lisser, comme vous avez fait cette année, faire des tranches peut-être de 2 à 5, de 5 à 6, au lieu d'avoir unitairement des dépréciations par rapport justement à ces chiffres? Bon, déjà je rappelle que quel que soit le produit agricole qui est livré, il est toujours adossé le prix est toujours adossé à une qualité. On entend. Que vous soyez sur du melon, de la pastèque, de l'igname ou de l'ananas, il y a des catégories, il y a des prix, et c'est la même chose pour la canne. La deuxième réalité, c'est que si votre canne est de mauvaise qualité, notamment si les sucres sont dégradés à l'intérieur de cette canne, et la capacité d'extraction du site chute terriblement. J'en veux pour preuve l'année dernière où nous avions une campagne qui a démarré trop tardivement et donc des cannes qui avaient des richesses basses, mais aussi, alors je ne veux pas trop rentrer dans les débats techniques, mais une pureté, c'est-à-dire une qualité des sucres plus basse. Nous avons reçu 8% de cannes en plus l'année dernière. Et nous avons sorti 8% de sucre en moins. Donc vous voyez, un écart de 16%. Donc il y a une réalité qui est que, en fonction de la richesse de votre canne, vous sortez plus ou moins de sucre. Or, c'est bien le principe d'ailleurs qui nous est reproché, qui est de dire, attendez, vous avez du chiffre d'affaires, vous profitez de nos produits, vous ne nous rémunérez pas. Donc ça montre bien qu'il y a quand même un lien direct entre ce qu'ils nous livrent et notre chiffre d'affaires. Bon. Donc je veux dire par là que on peut... Alors évidemment, visiblement, il y a une crise de confiance autour de cette formule de richesse qui a quand même plus de 50 ans. Donc je pense que... Très certainement obsolète, même beaucoup obsolète. Alors peut-être obsolète, mais aussi ce n'est pas nouveau. Il y a des tas il y a eu des tas d'épisodes, j'ai envie de dire, dans l'histoire de la filière canne, pendant lesquels cette formule de richesse a été contestée, remise en cause, etc. Et d'ailleurs, elle a évolué. Donc ceux qui disent qu'elle n'a pas évolué, c'est pas vrai. Mais peut-être pas assez. Mais peut-être pas assez. Pas assez. Donc visiblement, il y a un problème de confiance autour de cette formule de richesse. Une nouvelle fois, c'est écrit dans la Convention depuis 2023. Il est écrit noir sur blanc que des travaux doivent être entrepris pour voir de quelle manière potentiellement on peut la rendre plus lisible, plus simple. Alors j'aime pas trop dire plus juste parce que ça voudrait dire qu'elle est injuste aujourd'hui, ce que je ne pense pas du tout. Mais en tout cas, visiblement, certains disent on est trop pénalisé quand il y a des basses richesses. Mais ceci dit, ceux qui travaillent très bien, parce qu'il y a un certain nombre d'agriculteurs, alors c'est pas, qui ont des richesses bien plus élevées, pourraient très bien dire, et d'ailleurs c'est un petit peu ce qui s'est passé aujourd'hui dans la dernière négociation, c'est-à-dire qu'on rémunère mieux les basses richesses, mais ceux qui ont des grosses richesses ne seront pas mieux rémunérés. Ne seront pas mieux rémunérés. Donc bon, et donc c'est un petit peu, alors je ne veux pas anticiper sur le débat qui nous attend sur la formule de richesse, mais une nouvelle fois, je le dis devant tout le monde, oui, je suis partisan de mettre le nez dedans et de voir ce qu'on peut améliorer, et s'il y a des choses améliorables, nous le ferons. Mais je le redis, prenons des chiffres simples. Imaginons qu'il y ait 10%, la réalité c'est un petit peu plus bas, mais imaginons qu'il y ait 10% de sucre dans une canne à sucre. Donc on vous livre 100 kilos, ça veut dire qu'en gros vous avez 10 kilos de sucre. Qu'on découpe ces 100 kilos en basse richesse, grande richesse, qu'on mette tout le monde au même niveau, etc., la réalité économique fera que derrière, le site, il produira 10 kilos de sucre. Donc,
on ne pourra pas réhabiller les basses richesses sans déshabiller de l'autre côté. Parce que ça voudrait dire qu'on perd, voilà. Donc il y aura de toute façon à un moment donné un arbitrage à faire et malheureusement il n'y aura pas de miracle. Donc, la seule échappatoire finalement c'est le passage en sucres spéciaux et sucres bio et des produits à plus forte valeur ajoutée. Je reste persuadé que alors, cette stratégie, il faut que je l'explique mieux, que j'en parle plus, mais les collaborateurs de Gardel la connaissent parfaitement et la partagent parfaitement. De plus en plus au sein de la filière, je l'entends, hein, j'ai entendu de plus en plus de personnes. Ils ont fait beaucoup référence aux sucres spéciaux parce que techniquement ça rapporte plus, donc ça rentrait aussi dans vos caisses, donc peut-être plus de quoi payer. Mais le problème, je le redis, c'est si nous faisons des sucres qui sont mieux valorisés, mais que nous en faisons moins, parce que nous avons moins de cannes, ben malheureusement, certes vous vendez plus cher, mais votre chiffre d'affaires reste stable puisque vous vendez une quantité moindre. Donc il faut vraiment actionner tous les paramètres. Et donc, je sais que ça agace les planteurs, mais il faut parler des rendements, il faut parler des itinéraires techniques, il faut parler de tas de choses qui vont faire aussi que la quantité de canne va grandir, va progresser, et le revenu du planteur aussi. Alors, il y a tout intérêt que les quantités de canne grandissent, puisqu'il faut que le carré de sucre guadeloupéen arrive à quand même s'imposer sur le marché national et international avant de disparaître. Il faut s'imposer. Et j'ai une question avant qu'on se quitte, puisqu'il y a beaucoup d'opérateurs qui sont un peu inquiets et qui se demandent à savoir est-ce que Gardel pourra couper broyer, c'est sur ça qu'on vous attend, est-ce que vous pourrez broyer les 400 000 tonnes prévues pour cette année ? Donc, le temps qui nous reste, avant que la saison des pluies, la saison cyclonique n'arrive, c'est réduit considérablement, puisque nous avons perdu 2 mois. Il nous reste 3 mois à peu près. On peut considérer qu'il nous reste 3 mois. Mai, juin, juillet, si on va au bout du mois de juillet. Oui. Est-ce que la météo nous permettra d'aller jusqu'au mois de juillet, au bout du mois de juillet ? Donc vous ne donnez pas de garantie ? Parce que malheureusement, je ne maîtrise pas la météo. La seule garantie et l'engagement que j'ai écrit d'ailleurs dans le courrier que j'avais fait ce week-end au préfet et encore dans le protocole que j'ai signé aujourd'hui, c'est de faire en sorte que ça aille au plus vite et au mieux. Malheureusement, nos moulins tournent à une certaine vitesse. D'ailleurs, pour répondre à la stratégie qui est celle d'avoir des sucres spéciaux, parce que sinon on boirait la tasse. Et donc il y a une réalité de la météo. Il y a une réalité aussi du cycle végétatif de la canne qui, si elle a les pieds dans l'eau, elle va repartir en végétation et donc sa quantité de sucre va fondamentalement baisser. Donc là on peut se poser la question, faut-il la couper cette année ou mieux la couper l'année prochaine lorsqu'elle sera revenue dans une période de carême, etc. Donc oui, moi je prends l'engagement de faire en sorte qu'il y ait un maximum de planteurs qui puissent livrer la canne. Il y en a beaucoup qui attendent des ordres de coupe. Oui, l'ordre de coupe, ils vont partir. Oui, il faut qu'ils partent, puisque c'est jeudi. Je vais relancer Iguacan. Donc je rappelle, cet ordre de coupe, la vocation d'Iguacan, c'est d'aligner tout le monde, d'aligner. Parce qu'ils se sont fâchés pendant la réunion sur l'ordre de coupe. C'est un gros sujet polémique, mais il faut aligner les planteurs, il faut aligner le site de Gardel, il faut aligner les coupeurs, les transporteurs, le CTCS. Et donc ça, c'est une interprofession qui régit, qui est en place et on peut la critiquer ou pas. Mais à un moment donné, il faut bien qu'il y ait cette interprofession qui donne le go pour tout le monde. C'est la raison pour laquelle c'est eux qui donnent l'ordre de coupe. Voilà. Est-ce que Gardel va aussi revoir un peu l'interprofession, puisqu'il n'a pas l'air de faire l'unanimité, M. Wachter, au sein de l'interprofession? Est-ce qu'il faut pas revoir ? Déjà, je ne vais pas personnaliser l'interprofession. C'est qu'on a eu un gros clash en fin de réunion. Oui, mais parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Déjà, recréer la confiance et lancer des vrais travaux. Il faut qu'on travaille davantage avec le département sur des sujets fondamentaux. Il faut qu'on travaille avec la Chambre d'agriculture, je l'ai dit au président Selin. Il faut qu'on travaille davantage avec la SAFER, par exemple. Il faut qu'on travaille davantage avec les syndicats. Je pense notamment au syndicat des jeunes agriculteurs qui représente l'avenir. Exactement. Et qui ne veut pas reproduire un schéma. Mais exactement. Donc je pense que le problème est que tout le monde partage une stratégie au sein de cette filière canne, une stratégie qui est d'aller dans quel sens, pour faire quoi, avec quel industriel, et qu'on se mette tous au travail pour partager ces objectifs communs et les atteindre.
et les atteindre. Et assurer donc la pérennité de cette filière canne. Moi, comme je le dis régulièrement, ça fait plus d'une dizaine d'années que j'entends que cette filière est en souffrance, que ça ne va pas. Les NAO, on n'a même pas parlé de l'évolution de la masse salariale au sein de Gardel, puisque j'ai vu qu'apparemment vous avez baissé votre niveau de CA. Je crois que vous étiez à 70% du CA en masse salariale et vous l'avez baissé. Peut-être, je ne sais pas. A priori, vous avez un peu baissé votre masse salariale. Je voulais vous demander pourquoi. Non, on n'a pas. Alors, en tout cas, le nombre d'emplois est le même. Peut-être qu'il y a eu davantage de départs en retraite et d'arrivée de jeunes, parce que c'est vrai qu'il y a une fidélité à Gardel qui est extraordinaire. Hein. Le nombre de personnes, on va fêter les médailles du travail cette année. On va faire plus de 17 médailles de plus de 45 ans. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ont consacré leur vie à Gardel, qui s'en vont et qui laissent place à des jeunes, donc peut-être à des salaires moins importants. Mais en tout cas, il y a une volonté de maintenir l'emploi chez Gardel et de développer la stratégie qui va le permettre. Merci beaucoup en tout cas Nicolas Philippot d'être venu sur ce plateau ce soir. Je rappelle effectivement que c'est à votre demande effectivement qu'on a pu faire ce plateau. Donc j'apprécie effectivement la transparence dont vous avez accepté de faire part. Merci de m'avoir accordé ce laps de temps. Une bonne soirée à vous à l'écoute des programmes de Canal 10. On se retrouve demain. Enfin non, jeudi, c'est la fête du travail demain.